Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche en politique. Cette semaine, on vous retrouve dans un décor exceptionnel ici au Festival de Loire à Orléans. On va parler de tourisme, de gastronomie, de pêche et de tradition batelière. On s'interroge sur la Loire, est-elle un fleuve rentable? Et on retrouve tout de suite notre premier invité. Pierre-Alain Roiron, bonjour. Bonjour. Alors, là, on le voit, il y a énormément de monde. On est au cœur du Festival de Loire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des plus grands rassemblements touristiques de la région? Oui, je crois que c'est un des 3 grands festivals de la région. Il y a le Printemps de Bourges, il y a Terre du Son en Indre-et-Loire, et puis il y a ce festival qui est particulièrement agréable le long de ce fleuve. Combien de visiteurs se sont déplacés, vont se déplacer tout au long de la Bien, manifestation? je crois plus de 600 000 personnes qui viennent sur ce festival. Mais avant tout, la renommée de notre région, c'est dû au Val-de-Loire. Oui, bien évidemment, c'est le seul fleuve aujourd'hui encore sauvage en Europe. C'est un fleuve qui n'est pas totalement navigable sur toute sa partie. Et puis c'est le fleuve royal et il traverse toute la France. C'est le fleuve royal, en effet, avec énormément de châteaux qui attirent de nombreux visiteurs. On a une idée du nombre de visiteurs chaque année? Oui, écoutez, il y a un peu plus de 5 millions d'entrées payantes et à peu près 9 millions de personnes qui viennent sur ce territoire chaque année voir le patrimoine de la nature, de la culture et puis bien évidemment le patrimoine bâti. D'où viennent les visiteurs? Oui, écoutez, les 2 tiers sont des Français, puis autrement, ce sont des Européens, des Américains, des Chinois, des Japonais. Ils viennent à peu près de partout dans le monde. Et au-delà des châteaux, c'est aussi notre terroir qui leur plaît, hein? Oui, bien évidemment. On évoque évidemment les châteaux, mais il faut aussi évoquer ce pays qui est le pays des vins. Beaucoup de vins. On va de Sancerre à Bourgueil, voilà, avec beaucoup d'appellations reconnues dans le monde entier. Et quand on ne visite pas notre patrimoine historique, on peut aussi profiter de nombreux espaces naturels et d'une biodiversité riche, des lieux exceptionnels où on peut se balader à pied, mais aussi à vélo. Vous voyez un petit peu Oui, je vois où vous voulez venir. La Loire à vélo, on en reparle tout de suite avec vous, juste après ce reportage d'Alain Eudes et d'Isabelle Racine. C'est la valeur sûre du tourisme régional. La Loire à vélo, ce sont 621 km de pistes aménagées en centre-Val de Loire et une fréquentation 2017 en hausse de 15% par rapport à l'an passé sur la période allant de janvier à fin juillet, avec une clientèle internationale. On est des Belges, on habite au Luxembourg et ça fait quelques années qu'on fait des voyages de 7 à 10 jours en vélo. Ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir des itinéraires en site propre, par opposition à partager avec les voitures. You should have the time to stop to Chaumont to have a look at the Beautiful Garden Festival. Ok. Nous sommes très sportifs et c'est une bonne option pour le faire un peu plus lentement et on peut découvrir avec les vélos. On va visiter Chaumont-sur-Loire, Château-là. Ouais, on va finir avec Ambroise. Merci. On est une bande d'amis et on voulait découvrir Chambord. Plutôt que d'y aller bêtement en voiture, on s'est dit douceur de la Loire, on aime beaucoup faire du vélo. Et donc on part en vélo faire cette promenade. Bonne journée. Bonne journée. La liaison évidente entre Loire à vélo et château est parvenue à créer un produit touristique majeur au cœur de la région. Le record de fréquentation date de 2015, mais les petits infléchissements de 2016 ne contredisent pas le succès croissant de ces itinéraires. Tous les acteurs économiques concernés saluent les investissements réalisés et voient l'avenir avec optimisme. Ça a été intégré aussi bien par les touristes que par la population locale. Et donc c'est vrai que ça a démultiplié l'activité autour du vélo, et notamment les itinéraires également, qui là ont été un vrai tremplin en fait, pour l'activité vélo. Autour de la Loire, mais également autour des châteaux, autour de Cheverny, autour de Chaumont. Il y a plein de boucles à l'intérieur des terres qui sont tout aussi agréables que celles au long de la Loire. Et c'est vrai que ça a dynamisé indéniablement l'économie autour du tourisme à vélo. Dernière précision pour mieux comprendre l'impact économique de cette Loire à vélo. Sachez qu'en 2016, 900 000 cyclistes l'ont empruntée et qu'elle a généré 30 millions d'euros de retombées. Nous sommes toujours en direct du Festival de Loire à Orléans. Pierre-Alain Roiron, on l'a entendu, hein, ces quelques chiffres impressionnants. On peut dire que la Loire à vélo, c'est un des succès touristiques de la région. Oui, c'est une volonté très forte de la région, notamment de François Bonneau, de pouvoir travailler sur cet itinéraire qui va évidemment de notre région Val-de-Loire à la région d'à côté, des Pays de la Loire. C'est un accord qu'on a eu avec les conseils départementaux, avec les communautés de communes, les agglomérations, pour qu'ensemble on puisse faire vivre cet endroit. On avait pris notamment comme exemple un peu ce qui avait été fait le long du Danube.
Et aujourd'hui, nous sommes un des exemples en Europe. Oui, il y a eu des partenariats avec les Pays de la Loire, entre départements aussi. Bien sûr, il y a eu un cofinancement, comme on pourrait dire dans notre jargon, entre les régions et les départements. D'accord. C'est aussi, je crois, la création d'une marque qui a fait cette réussite. Oui, c'est la création d'une marque importante, Val-de-Loire, patrimoine mondial de l'humanité. Nous sommes une des 12 grandes marques nationales reconnues internationalement et nous travaillons aussi bien sur le marché français que sur les marchés internationaux européens pour faire connaître cette belle réalisation qu'est la Loire à vélo. Parce qu'on voit que c'est aussi un facteur important pour l'économie touristique, mais c'est l'économie du quotidien, pour des boulangers, pour des épiciers, pour des restaurateurs, faire vivre tout au long, notamment plus particulièrement entre mai et septembre, octobre, nos villages et nos villes. Et je crois que le travail aussi se fait à l'étranger avec cette marque, parce qu'aujourd'hui c'est toujours beaucoup de public français qui se déplace. Oui, bien sûr, c'est beaucoup de public français, mais il faut qu'on puisse avancer, avoir plus de personnes qui viennent découvrir nos territoires. C'est de l'économie, c'est de l'emploi, et donc c'est toujours au cœur de notre sujet de pouvoir travailler à faire venir plus de personnes. Vous savez, aujourd'hui, l'objectif est de plus de 100 millions de touristes en France dans les 4 ou 5 prochaines années, et donc nous voulons y participer, avoir notre place. Et on sait combien ça rapporte justement aux commerçants? Écoutez, ça rapporte plus de 30 millions d'euros. C'est toujours très compliqué, mais ça rapporte à peu près 30 millions d'euros. Ce qu'on sait, c'est que ça fait continuer de faire vivre des villages, des petits hôtels, des petits restaurants, et puis toute une économie qui se fait autour de cela. Pierre-Alain Roiron, merci. On va rejoindre tout de suite un nouvel invité, mais avant cela, j'ai une dernière question. Je pense que vous connaissez les Tout-Cabanais. Oui, bien sûr. Vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit? Les Tout-Cabanais, c'est un endroit dans lequel on peut se cacher et se déplacer sur la Loire. Voilà. Et alors justement, on vous dévoile aujourd'hui un usage original de ce bateau historique de la Loire. Regardez, on le découvre dans ce reportage de Romane Boudier et de Pierre-Dominique Lepé. Il y a 7 ans, Sébastien tombe amoureux de la Touraine. L'ancien Parisien et sa famille s'y installent et ouvrent un gîte. Après la construction de cabanes dans les arbres, les propriétaires cherchent une autre idée originale pour de futurs hébergements. Ce sera la Tout-Cabanée. Donc là, vous avez le coin de nuit avec un lit double et une vue panoramique sur la Loire. Et là, vous avez une petite salle de bain avec une douche et des toilettes sèches. Et là, le coin salon, avec une banquette qui peut faire un lit d'appoint et un petit coin cuisine où les gens peuvent préparer leur petit déjeuner ou leur repas. On accueille beaucoup d'étrangers, notamment d'Europe du Nord, mais également beaucoup de Tourangeaux qui souhaitent passer une nuit sur la Loire sans faire beaucoup de route. Donc ils viennent faire un petit break d'une nuit, 2 nuits, voire plus. Un moyen de découvrir le paysage ligérien en étant au plus près de la nature. Je pense que le meilleur moyen de faire partager notre passion, c'est de les faire dormir dans des endroits insolites, des endroits où ils sont en plein milieu de la nature. Et comme vous le voyez, cette Tout-Cabanée, vous êtes en pleine immersion sur la Loire sauvage. La Tout-Charme est une réplique des Tout-Cabanais qu'utilisaient les pêcheurs sur la Loire. Le bateau est autonome, sur le toit un panneau solaire qui subvient aux besoins en électricité. Tout ce qui est écologie, c'est une chose très importante pour mon épouse et moi. Donc on a voulu vraiment développer au maximum cette voie-là dans le cadre du tourisme durable. Nul besoin d'avoir le pied marin ou le cœur bien accroché, la Tout-Cabanée reste tout le temps à quai. Alors on vient de parler de tourisme, maintenant on va un petit peu se renseigner en ce qui concerne l'hôtellerie et la restauration. On retrouve tout de suite notre nouvel invité, Pierre-Emmanuel Degène. Bonjour. Oui, bonjour. Vous nous avez rejoints pour ce direct, donc on le voit tout autour de nous, il y a énormément de monde. On est toujours au Festival de Loire. Et alors on l'a vu avec ces Tout-Cabanais, il y a aussi des habitats troglodytes. Ce sont des hébergements insolites. Qu'en est-il de l'offre générale ici dans la région ? Alors dans la région, l'offre est en perpétuelle augmentation, on trouve de plus. Aujourd'hui, c'est un tourisme où il y a une forte demande. Je n'ai pas les chiffres de la croissance exacte, bien sûr. C'est en croissance déjà, on peut le dire. Oui, c'est en croissance. Ouais. On connaît la capacité d'accueil dans la région ? Exactement, je ne pourrais pas vous dire. Elle est vraisemblablement suffisante. Moi, l'impression que j'en ai, c'est qu'on manque de chambres. Alors, est-ce que je me trompe ? On peut peut-être manquer de chambres sur certains événements particuliers, certains congrès ou certains événements denses, peut-être comme le Festival de Loire. Mais il faut savoir que sur nos pics de réservation, enfin sur nos pics de saison, pardon,
on monte à environ 70% de taux d'occupation sur nos chambres. Donc il y a encore une marge de manœuvre assez importante. Il y a une concurrence, je crois, assez forte des logements de particuliers avec des sites comme Airbnb, par exemple. Aujourd'hui, sur des sites comme Airbnb, vous retrouvez une concurrence qui est assez problématique au niveau des tarifs. Fiscalement, il n'y a pas d'équité entre un hôtelier aujourd'hui qui a donc son entreprise, qui est déclarée. C'est de la concurrence déloyale pour vous? Fiscalement, peut-être, oui. Dans la mesure où aujourd'hui vous avez beaucoup moins de charges, vous pouvez avoir des prix beaucoup plus bas. Donc forcément, c'est difficile en face de pouvoir répondre efficacement. Et est-ce qu'on manque, alors là maintenant on va s'intéresser à la nourriture à présent, on manque de bonnes tables, de restaurants étoilés par exemple? Peut-être que sur Orléans ça mériterait encore un ou deux chefs étoilés, ça ferait du bien pour la ville je pense, oui. Je crois qu'aussi il y a des difficultés plutôt pour les petites enseignes, les petits restaurants. Est-ce qu'il y a des restaurants qui ferment? Ça se porte moins bien que l'hôtellerie. Alors les restaurants qui ferment surtout en zone rurale. Bon, on peut aussi espérer que justement les hébergements insolites vont aider à compenser aussi l'attractivité de ces zones-là. Mais oui, aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de fermetures d'établissements. Je n'ai pas non plus les chiffres, mais tous les jours, vous avez des établissements qui ferment, que ce soit dans le Loiret ou dans la région, hélas. Donc après, la problématique aussi, c'est souvent peu de personnel dans ce genre d'établissement. Les gens travaillent beaucoup, obligés de fermer aussi pour les repos et perte de chiffre d'affaires dans ce genre de moment. C'est assez compliqué à gérer, je pense. Pourtant, les bonnes tables sont appréciées, les produits de la Loire aussi. Il y a une petite odeur là, je ne sais pas si vous sentez, on va se pencher là sur ce qui se passe derrière nous. Bonjour Christophe. Oh là là, qu'est-ce que vous nous présentez là? Je vous présente une anguille qui était pêchée en Loire. C'est un des patrimoines que nous avons. Nous avons le seul fleuve sauvage en France, ce qui permet encore d'avoir une biodiversité, une richesse culturelle. Aujourd'hui, nous montrons comment conserver les aliments sans le réfrigérateur. C'est un problème. Alors comment on fait justement? Eh bien, dans un premier temps, nous travaillons avec une salaison pendant 3 heures. Nous rinçons le poisson et après nous le mettons jusqu'à 5h, 5h30 en fumoir. C'est un fumoir que nous avons réalisé. C'est un fumoir traditionnel. C'est un fumoir traditionnel. Alors les mariniers fabriquaient un fumoir dans le sable avec des toiles et l'objectif était de conserver les aliments parce que la période de travail allait arriver pendant 3 semaines où le vent était favorable et ils avaient besoin d'avoir des aliments prêts à consommer et qui se conservaient. Alors, les visiteurs du Festival de Loire, ça les intéresse justement de voir ce type de salaison traditionnelle? Oui, tout à fait, puisque c'est se rappeler ce que l'on faisait. Voici une génération et demie. Les enfants ont été très heureux de déjà découvrir le gros sel, de découvrir la sueur. Ils ne connaissaient plus? Ils ne connaissent plus, c'est ça, on a besoin de réapprendre les bases, redécouvrir que le sel vient de la mer et qu'on le connaît sous forme raffinée. Mais aujourd'hui, connaître le poisson sous sa forme naturelle, telle qu'on sait le pêcher avec nos pêcheurs professionnels, bien évidemment. On a un savoir-faire professionnel autour de la Loire. Alors là, je vois un saumon. Rassurez-moi, c'est pas un saumon de Loire. Non, tout à fait. C'est un saumon qui vient du nord de l'Europe. Mais il en existe en Loire. Il faut les préserver. Il faut préserver la qualité de l'eau par des assainissements, par gérer la pollution agricole par des mares sur les plateaux. C'est revenir à un bon sens paysan avec un peu d'alvinage. Aujourd'hui, on en compte toujours plus nombreux dans nos passes à poissons sur la Loire. Donc, nous pouvons être positifs pour l'avenir. Merci beaucoup Christophe, ça fait envie, n'est-ce pas? Donc on continue encore cette émission. La Loire traverse notre région, elle lui a donné son nom, c'est la colonne vertébrale de notre territoire et notre histoire, la richesse de notre patrimoine. On va le voir, cette richesse témoigne des activités liées au fleuve à travers les siècles et on retrouve tout de suite notre prochaine invitée. Vous êtes un petit peu loin Philippe Auclair, je vous rejoins tout de suite. Il y a beaucoup de monde, j'ai eu beaucoup de difficultés à vous rejoindre. Bonjour, oui, il y a beaucoup de monde. Oui, alors on s'intéresse avec vous à la Loire, à ses terroirs. Alors, on le sait, depuis combien de temps elle est utile cette Loire, elle est utilisée? On ne sait pas trop au fond, puisque on a des traces, mais on ne peut pas dire depuis quand, c'est-à-dire est-ce que voilà 10 000 ans, 13 000 ans Alors ce qu'il y a de certain, c'est que dès l'Antiquité, c'est-à-dire que ce soit la période gauloise ou romaine, on a là des affirmations, c'est-à-dire il y a une confrérie qui est créée, et puis en même temps, on a surtout trouvé des traces, entre autres comme en Basse-Loire, d'un port antique. Il était où ce port antique? Alors ce port était à Rézé, à Ratatium, qui est juste en face Nantes. Et là, on avait des marchandises qui arrivaient sous forme d'amphores, par exemple pour le vin, ou de minerais pour l'étain.
Oui, il y a d'autres marchandises. Vraiment, on traverse l'histoire de la France et des pays de la Loire avec... Et oui, la Loire, en réalité, elle traverse toute la France. Et cette position géographique qu'elle a au milieu de la France avec ses affluents lui donne un rôle considérable pendant des siècles. C'est-à-dire qu'effectivement, elle permet de mettre en communication des bassins comme celui du Rhône et celui de la Seine, donc d'alimenter Paris. Oui, alors on peut dire que le vin de la région et que le vinaigre d'Orléans en particulier est présent ici grâce à la Loire. Ah ben complètement, puisque tout au long de la Loire, bien sûr, on a des vignobles, et des vignobles d'ailleurs qui existent encore aujourd'hui, malgré les problèmes qu'il y a eu avec le phylloxéra. Et donc, à l'époque, on remontait ces vins, tous n'étaient pas des vins de garde, ou alors il fallait tellement de temps pour les remonter sur cette Loire, difficile à naviguer, parce qu'il n'y a pas d'eau, donc à certains moments de l'année. Donc le vin pouvait effectivement commencer à travailler, et donc on s'en servait pour les vinaigreries, donc d'où le vinaigre d'Orléans et la réputation qu'il put avoir. Alors pourquoi la Loire plutôt que la Seine ? Plutôt que la Seine, c'est facile parce que la Seine, au fond, c'est un cours lent, mais alors ça, c'est l'avantage de la Seine. Par contre, pour la Loire, c'est tout le contraire, mais la Loire, elle est bien orientée face au vent. Ce qui fait que pour remonter les marchandises de l'Atlantique, au fond, mais de toute la basse vallée, par exemple, eh bien, on pouvait utiliser les vents d'ouest et remonter à la voile, et ça, c'est un avantage indéniable. Et autrement, on descendait la Loire de toute la partie haute, c'est-à-dire de Roanne jusqu'à Orléans, avec les marchandises qui remontaient par le Rhône, donc qui venaient éventuellement d'Orient, on descendait avec la force du courant. C'est simple. Alors pourquoi on ne l'a pas canalisée, cette Loire ? Pourquoi elle reste sauvage ? Eh bien, pourquoi C'est parce que malgré tout cela, la Loire, au fond, n'a pas généré des industries fortes. Et globalement, le volume, dès que les moyens de communication ont changé, c'est-à-dire que dès qu'on a amélioré les routes, l'état des routes, dès qu'est arrivé le chemin de fer, tout a basculé. C'est-à-dire qu'on pouvait utiliser d'autres supports, d'autres voies commerciales que celles de la Loire, et la Loire a périclité. C'est le chemin de fer qui a... C'est le chemin de fer. Ah oui, c'est le chemin de fer. Et pourtant, il y a eu un âge d'or. Alors, il y a un âge d'or au 18e et un petit peu au 19e, c'est vraiment l'apogée. L'âge d'or, parce que la Loire, au fond, il y a des problèmes avec nos voisins, entre autres l'Angleterre, c'est-à-dire qu'il y a un blocus qui est fait et on a à ce moment-là des colonies qui fonctionnent bien aux Antilles. Donc, on remonte par la Loire un certain nombre de denrées coloniales grâce au commerce triangulaire depuis Nantes. Donc, c'est le sucre, entre autres, mais ça peut être les indiennes et donc des choses très importantes. Et moralité, donc, c'est l'apogée. On a des sucreries à Orléans, des raffinés de sucre. Enfin, c'est vraiment l'apogée. Et un petit peu après, c'est la fée électricité qui s'est emparée du fleuve. Et oui, puisque forcément, quand la fée électricité, on va dire les premiers ouvrages commencent à être installés sur la Loire ou ses affluents dès 1860. Et on voit bien que partout on a pu, au fond, installer même des petits ouvrages. À l'époque où l'électrification des campagnes était importante, on a des ouvrages. Voilà. Et bien après, l'industrie nucléaire, c'est aussi intéressé à la Loire. Pourquoi ? Il y a plusieurs bonnes raisons. C'est-à-dire que la disposition, encore une fois, de la Loire, on est près de la capitale, mais aussi à la limite pas loin de la Bretagne. C'est un avantage. Oui. Et ça, c'est le premier. Donc, on a une première centrale qui est installée à Chinon. Enfin, en réalité, juste à côté de Chinon, c'est à Avoine, dans les années 1950. Et puis après, on a Saint-Laurent-des-Eaux. Et puis après, on a 3 autres centrales qui vont être installées. C'est aussi lié, je pense, à ce caractère qu'on dit toujours, vivre sur la Loire, c'est la terra molla. C'est-à-dire que c'est les gens sont pleins de bonne humeur, donc il n'y a pas une contestation forcenée. Et pourtant, on l'a boudée, cette Loire. On l'a bien boudée parce qu'au fond, comme elle était devenue inutile, qu'il y avait des professions qui disparaissaient, c'est-à-dire que les sabliers ne tiraient plus le sable, les pêcheurs avaient du mal à commercialiser leurs poissons. Il y a eu tout un changement d'époque. Et en plus, on ne se baignait plus. Des interdictions. Et oui. Donc, on a été une vingtaine d'années, 25 ou 30 ans, à être éloigné de la Loire. Mais on y revient, la preuve, aujourd'hui. Justement, on a beaucoup de chance aujourd'hui. On a du beau temps, il y a un public exceptionnel et on la redécouvre heureusement, cette Loire. Philippe Auclair, merci beaucoup. Avant d'embarquer sur la Sterne, dans quelques instants avec Bertrand Deshaies, on retrouve ce reportage de Patrick Ferré et de Luc Perrault qui nous emmène à la rencontre d'un pêcheur de Loire.
Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ce ne sont pas les poissons dits nobles, les carnassiers que sont le sandre et le brochet, qui intéressent le plus Romain. Lui entend plutôt valoriser les vrais poissons de Loire qui sont souvent méconnus ou font l'objet de préjugés. Le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle les poissons blancs en fait. Donc c'est des poissons de la famille du gardon, des cyprinidés, donc tout ce qui est chevenne, barbeau, brème, aspe. Ça c'est des poissons qui sont intéressants pour la transformation. Avant de s'installer il y a 3 ans à Bréhémont, Romain avait repéré tout un secteur de libre pour la pêche professionnelle en Loire, entre Rigny-Hussé et Fondette. On loue ce qu'on appelle des lots de pêche à l'État, puisque là on est sur le domaine public fluvial. Et sur ces lots, donc moi je travaille sur 34 km de long, j'ai 6 lots en location. Sur ces lots, on est le seul pêcheur professionnel. Après, il y a des pêcheurs amateurs à la canne et aux engins. C'est le travail sur le terrain qui a donné envie à Romain de franchir un cap et de devenir pêcheur professionnel. Car après des études en écologie aquatique, il se destinait plutôt à une carrière de scientifique. J'ai travaillé dans la recherche sur les poissons migrateurs de la Loire, le saumon, la lauze, la lamproie et l'anguille. Et ça pendant 2 ans, et ensuite j'ai décidé de m'installer comme pêcheur. Je ne regrette pas du tout. C'est un métier qui est vraiment très complet, il y a plein de choses différentes. Il y a la pêche, la transformation, la vente, il n'y a pas une journée pareille. Donc ça c'est vraiment intéressant. Romain a dû investir des dizaines de milliers d'euros dans un fumoir et un laboratoire de transformation. Mais aujourd'hui, avec ses soupes, ses rillettes, ses filets fumés ou encore ses feuilletés, il s'est forgé une clientèle d'habitués, pour moitié constituée de professionnels, restaurateurs ou épiciers de luxe. Prochaine étape, Romain espère ouvrir un petit restaurant qui devrait enchanter les papilles, notamment des cyclistes de la Loire à vélo. Alors nous sommes toujours en direct du Festival de Loire. Cette fois-ci, on s'accroche un petit peu. On est avec Bertrand Deshaies sur la Sterne. Merci de nous emmener. Bonjour. Avec plaisir. Alors là, c'est moi qui vais jouer le micro parce que vous êtes un petit peu occupé là. Alors vous nous emmenez où, Bertrand? Eh bien, bonjour. Eh bien, bienvenue sur la Loire. On y est, c'est instantané. On vient de partir en une fraction de seconde. On est au milieu de la Loire dans un autre monde. Pourquoi vous l'aimez tant, cette Loire? Elle nous apporte tellement. Déjà, c'est un espace naturel exceptionnel au cœur de la ville. C'est un endroit où, immédiatement, on change de monde. On est ressourcé tout de suite. Et puis, les problèmes partent avec le courant. Et le courant qui arrive nous amène une énergie extraordinaire. Et ce sont des événements comme celui-ci, comme le Festival de Loire, qui permettent au public de se réconcilier avec la Loire? Mais tout à fait. On est très nombreux depuis des années à retourner le public sur la rivière, le regard du public. Et puis là, on a un grand rassemblement qui nous permet déjà au niveau communication, vraiment de mettre quelque chose, un gros coup de projecteur. Et puis surtout, de retrouver aussi les mariniers et de créer un véritable réseau. On se rencontre régulièrement les uns les autres quand on va naviguer les uns chez les autres. Mais là, ici, on est tous ensemble et c'est avant tout une fête de mariniers. Et on vit des choses tellement exceptionnelles parce que les valeurs ici, c'est des vraies valeurs. C'est la nature, c'est la solidarité, c'est l'amitié, la convivialité. Et on invite le public à venir découvrir ça pour qu'il se rappelle que c'est juste son histoire et que la rivière, elle est inscrite dans nos gènes depuis la nuit des temps et que là, on revient sur la rivière. On l'a perdu à partir du moment où on a fait arriver la rivière au bout du robinet. Maintenant, on tourne le regard là. Et les gens, c'est inscrit dans la nuit des temps. Donc ils le reçoivent 5 sur 5. Oui, vous le dites, le fleuve doit redevenir un lieu de partage. C'est pour ça que vous emmenez ce public en balade? C'est important? C'est fondamental. Les rivières, ce que je dis toujours, c'est notre source de vie. Ici, on a toujours à boire, à manger avec les poissons. C'est un espace fragile. Voilà, qui a été, mais qui est beaucoup amélioré depuis de nombreuses années. Quand on voit la qualité de l'eau aujourd'hui, franchement, il y a eu du bon travail de fait. Et vous parliez de ce grand rassemblement de mariniers avant tout. Il y a des craintes sur cette batellerie traditionnelle aujourd'hui? Elle est menacée parce qu'on est sur un de nos derniers espaces de liberté, la rivière. De plus en plus, là, on a les taxes qui arrivent. Alors on va se faire taxer parce qu'on vient risquer notre vie
pour emmener des gens pour faire découvrir leur milieu naturel et leur patrimoine. Et là, franchement, ça passe pas. Donc là, les mariniers commencent vraiment à gronder. Laissez-nous la liberté. On est un des seuls endroits où on risque notre vie, on bouge dans les 3 dimensions. On est comme les aviateurs. Et ça, c'est quelque chose, on ne peut pas taxer ça. Alors d'accord, on commence à avoir des activités économiques, puisque ça se met en place petit à petit. Mais sur la Loire à vélo, est-ce qu'on taxe les gens parce qu'ils font du vélo sur la véloroute? Bah là c'est pareil, nous on est en train de mettre la Loire en bateau, laissez-nous la Loire libre. Oui, alors vous Bertrand, vous avez accueilli combien de personnes depuis le début de ce festival de Loire? Moi je compte pas, on verra ça après. C'est pas important ça, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Le fait, c'est que les gens qui viennent ici, ils soient après ambassadeurs de la Loire. C'est ça qui est important. Et bien souvent, quand je vois des jeunes l'été qui sont là, et puis bon, ils sont pas forcément respectueux avec leurs déchets, etc. Je leur dis, hey, saute sur le bateau. Et là, je les emmène et je leur explique. Et ils reviennent avec des yeux éblouis et en disant, waouh, vous nous avez fait un cadeau énorme. Si vous voyez ce qu'on vit ici, vous avez compris qu'il faut le respecter et l'entretenir. Et vous pouvez nous faire confiance. Donc c'est ça qu'on attend des gens. C'est pas d'avoir de la foule, c'est d'avoir des gens qui petit à petit reprennent la conscience que la rivière est fondamentale pour nous et qui la partagent pour qu'à l'avenir, les générations qui arrivent après, ils aient quelque chose qui soit toujours en état. Et vous avez l'impression d'être entendu des pouvoirs publics? Ça y est, il y a plus de pédagogie aujourd'hui? Oui. Alors, la difficulté qu'il y a, c'est que les pouvoirs publics décident des choses sur le quai. Nous, on le vide sur l'eau. Et là aussi, il faut croiser aussi. Et le Festival de Loire est aussi un bon moment pour ça. Parce que pour comprendre la rivière, pour la réglementer, pour la financer, pour la développer, il ne s'agit pas de faire un manège comme ça, décider du quai. Il faut venir ici et il faut avoir compris ce que c'est et décider de le partager pour le plus grand nombre. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps et d'avoir partagé avec nous cet amour de la Loire. Pour revoir Dimanche en politique, notre site internet cvdl.france3.fr. Dimanche prochain, je vous emmènerai dans les coulisses du Congrès des régions de France à suivre le Flash Info. Et cet après-midi, vous retrouverez le Festival de Loire avec sa grande parade à 17h55 sur votre chaîne régionale. Bonne journée à tous, bon dimanche. Et merci la Loire.